Dzogchen Today podcast. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de cette série exceptionnelle des podcasts de Dzogchen Today consacrée à l'univers, au Dzogchen et à nous. Dans ce 3e épisode, nous allons aborder une question fondamentale, est-ce que l'on peut choisir son destin ? Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Minakun Rinpoche. Bonjour. Et Grégoire Langouette. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Merci encore. Et Minakun, donc vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle en Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée. Oui, et je suis invité récurrent du podcast Dzogchen Today. Également, donc c'est également une présentation que l'on fait de manière récurrente. Encore une fois d'être ici. Et maintenant mieux, merci beaucoup. Grégoire Langouette, vous êtes doctorant à l'Université catholique de Louvain après avoir étudié la philosophie et les sciences des religions. Vous êtes co-éditeur de la maison d'édition Vue de l'Esprit et traducteur du tibétain également. On essaye. Bon, merci beaucoup. C'est difficile. Pas facile. Merci pour la présentation, tout à fait exact. Eh bien, écoutez, tant mieux. Et nous allons démarrer avec une première question sans transition qui part d'un constat que je fais personnellement tous les jours. C'est typiquement lorsqu'en fin de journée, on rentre à la maison et que l'on nous demande ce que nous avons fait aujourd'hui. On a tendance à raconter notre journée d'après les actions que nous avons entreprises, donc avec notre corps. Donc, basiquement, je me suis levé, j'ai préparé le petit déjeuner, je suis allé courir, je me suis lavé, etc., etc. J'ai travaillé, j'ai réparé la photocopieuse, pourquoi pas. Et c'est plus rarement que nous parlons de ce à quoi nous avons pensé et de ce que nous avons dit. Ainsi, il semblerait que pour nous, ce soit surtout par le corps que l'on agit et qu'on se définit. Est-ce que c'est selon la perspective du Dzogchen, c'est bien le cas ? Alors, il me semble que dans les épisodes précédents, vous aviez déjà en partie parlé du corps. Effectivement, on a l'habitude dans nos sociétés de beaucoup agir et de se définir par là, mais comme vous l'avez dit dans l'introduction, il semble qu'il y ait d'autres aspects que le corps. Donc, habituellement, on dissocie le corps de l'esprit et on met dans la catégorie esprit plein de choses pas très très claires. Dans les langues, en français, on a tendance à mêler peut-être conscience, attention, parfois âme avec esprit. Ça d'un côté. Et puis d'un autre, l'aspect, on pourrait dire tangible, matériel, physique, et à dissocier les deux. Et on a également tendance à considérer que l'aspect tangible, le corps, est même la source, en fait, de ce second aspect. Donc il me semble que vous avez déjà évoqué ça dans l'aspect précédent, mais que tout à fait. Même les pensées, les images mentales, l'imagination, ça proviendrait du corps. Dans le sens où c'est le cerveau qui, par un ensemble de mécanismes, de processus bio, neuro, physiologiques au niveau du cerveau, permettrait de penser. Et cette distinction entre corps et esprit, en fait, elle est, on pourrait dire, un peu compliquée ou un peu rendue plus subtile par le Dzogchen et par un certain nombre d'autres traditions, dans le sens où on y adjoint un troisième élément qui est la parole. On pourrait dire que c'est un aspect peut-être intermédiaire ou interface entre les deux. Donc d'un côté l'aspect tangible du corps et de l'autre l'aspect de l'esprit. Donc je pense qu'on va préciser petit à petit de quoi il est question et qu'est-ce qu'on entend par là. Mais disons que du point de vue du Dzogchen, si on aurait tendance pour le corps, l'aspect tangible, à le mettre en avant dans le monde moderne matériel, on pourrait dire en première approche, mais on précisera après, ce serait plutôt l'aspect de l'esprit qui prime. Ce serait l'aspect de l'esprit et l'intention de l'esprit qui prime sur la parole et sur l'aspect tangible du corps. Sachant qu'après, corps, qu'est-ce que c'est ? On peut un peu creuser. C'est un mot déjà, un concept. C'est un concept à la base, mais c'est une réalité pour nous, êtres humains. Exactement. Et donc la vision en fait du Dzogchen, c'est de véritablement en faire un support d'expérience, un support de vie, un support de conditions. Ce qui fait de nous un être humain, c'est notre corps. Si on avait un corps de 1000 pattes, on serait 1000 pattes. Mais on n'a pas ce corps-là. Donc nous sommes un être humain aussi par la forme que nous avons. Et le principe du Dzogchen, c'est de dire que ce corps est un support, qu'il détermine nos expériences, mais qu'il n'est pas notre nature profonde ou notre nature véritable, qui est autre, qui n'est pas différente en nature de ce corps-là, mais qui n'est pas ce corps non plus. Donc on l'a effectivement évoqué lorsque on a évoqué la nature humaine et le corps dans un précédent podcast. Absolument, dans le premier de cette mini-série, oui. Voilà, mais ce que l'on peut rajouter, c'est que ce corps étant transitoire, donc on l'avait dit aussi, il s'arrête au moment de la mort, l'esprit, lui, ne s'arrête pas.
C'est-à-dire que pour le postulat du Dzogchen, ce que l'on va appeler l'activité rémanente, ce que l'on a généralement appelé sous le terme de karma, sous le terme de tendance karmique, continue. Donc, ce n'est pas qu'il y a une continuité d'esprit, mais qu'il y a des tendances qui sont récurrentes, qui vont au-delà de ce corps. Ce corps s'arrête au moment de la mort, ces tendances ne s'arrêtent pas. Ce qui va déterminer un aspect d'activité rémanente, d'existence en existence, donc de support en support. Donc, par exemple, en plus, la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, ça dépend de quel côté on se place, c'est qu'une fois que ce corps, une fois que ce support, en fait, disparaît, meurt, je entre guillemets, peux faire l'expérience dans 1000 pattes. Puisque dans la théorie du Dzogchen de la réalité du corps, eh bien, il y a une multitude de corps liés, encore une fois on le redit, liés aux 6 états d'existence. Donc, est-ce que je suis ce corps ? Oui, dans cette existence. Mais est-ce que je suis que ce corps ? Non, du tout, pour le Dzogchen. Et peut-être pour continuer, donc, la petite blague que je faisais à moitié sur le corps, c'est un mot, c'est un concept. En fait, il se trouve où ce corps ? Blague, hein. Moi, je l'ai pris vraiment sérieusement. Et on se pose la question et on se prend la tête, en fait. Après, on se demande, mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il s'arrête ? Est-ce que c'est toujours le même, en plus ? Il n'arrête pas de changer. On en a des impressions différentes, mais des impressions toujours partielles, en fait. On peut même se demander où est-ce qu'il est quand on dort. Ouais. Exactement. Voilà, lorsqu'il est là, précisément, pas en mouvement, comme vous l'avez dit au début, mais précisément... Je peux répondre à cette question ? D'habitude, il est dans le lit, mais... Effectivement. Et comme on a des impressions toujours partielles du corps, en fait, on s'en fait comme une construction mentale. On donne une impression d'ensemble à ce qu'est le corps, on a l'impression de savoir ce que c'est, on s'y identifie. Mais si on va voir un petit peu plus précisément, au-delà du mot lui-même corps, ou au-delà de moi, en fait, on n'a que des bouts, des morceaux qu'on essaie de remettre les uns avec les autres. Et on voit en plus que ces bouts et ces morceaux, ils ne cessent d'évoluer au fil du temps et durant toute notre existence, du début à la fin. On peut un peu se demander, ok, le corps, est-on bien sûr de ce dont on parle d'abord ? Voilà. C'est pour ça que dans le Dzogchen, on parle de support d'existence et de support d'expérience, plus que d'un corps. Donc c'est là où nous, c'est-à-dire nous occidentaux, nous en Occident, notre vision en fait de la réalité est une vision matérielle. Matérielle, c'est pas péjoratif, c'est pas mieux que spirituel, pas pour le Dzogchen dans tous les cas. C'est que notre postulat d'existence se fait par rapport à ce qui est tangible. Se fait par rapport à ce qui peut être touché, ce qui peut être expérimenté directement. Et tout ce qui est du domaine généralement de l'esprit, c'est quelque chose d'abstrait. Et donc, nous avons que peu de recul par rapport à ça. Nous avons que peu d'informations par rapport à ça, parce que la majorité de notre expérience est basée sur l'aspect matériel. Donc forcément que notre rapport à la réalité va être un petit peu différent du postulat Dzogchen qui, lui, justement, met en avant cet aspect d'origine de l'esprit, de toute la réalité et de toute la manifestation d'ailleurs des phénomènes. Et donc ça voudrait peut-être dire, si j'entends bien, que le corps lui-même est une projection. En fait, c'est une projection externe qui provient de l'esprit. Donc ça, c'est peut-être un peu plus avancé. C'est une manifestation. Manifestation. Ouais. Parce que projection, ça peut être aussi une projection mentale, donc, comme tu l'as dit auparavant. Mais le corps lui-même, par rapport à ce qui a été dit aussi dans un podcast immédiatement antérieur, c'est que ce corps-là est aussi constitué, fait partie aussi des éléments de la réalité, des 5 éléments fondamentaux. Donc c'est en même temps un support, donc une manifestation en fait de ce fameux œuf cosmique, et en même temps c'est une projection, puisque, comme tu l'as dit, eh bien, on le détermine de manière mentale. On donne souvent cet exemple-là, c'est-à-dire que lorsque nous voyons, lorsque nous avons une idée mentale de nous-mêmes, généralement, nous avons une idée mentale de face. Nous n'avons pas de représentation, ou très peu de représentation de dos, parce que la majorité de nos perceptions sont situées vers l'avant. Donc ça, c'est typique. Et est-ce que l'image que l'on a, qui est partielle, rend compte de l'entièreté de notre corps ? Pas du tout. Donc automatiquement, cette projection est illusoire, ou du moins elle est partielle.
Alors que les éléments constituant ce corps, pour le Dzogchen, eh bien, ce sont tous les éléments de la réalité. L'espace, l'eau, le feu, voilà, exactement, la terre. tous ces éléments-là. D'accord. Et donc, c'est l'agrégation de tous ces éléments qui fait que le corps est présent comme support d'existence de l'esprit. Il y a une identification tellement forte avec le corps. En fait, ça semble extrêmement difficile de pouvoir l'appréhender comme étant une manifestation, une projection externe, comme pourrait l'être un autre être ou comme pourrait l'être un objet inanimé, quoi. Là, on a l'impression que c'est vraiment ce que l'on est. Donc, comment on peut appréhender le fait que le corps soit lui-même une manifestation ? Et si on doit rajouter une dernière chose peut-être par rapport à cette question, c'est le fait que on est tellement habitué à ce corps que le choc en sera d'autant plus violent et grand à la fin lorsque ce corps va disparaître. Et ça, c'est vraiment une des particularités aussi de la réflexion dans le Dzogchen et même de l'expérience pratique. Je vous vois venir. Voilà, c'est que automatiquement, eh bien, le corps en fait ne peut pas dépasser la mort, ce qui veut dire que ce corps-ci définit automatiquement cette existence et c'est tout. Ça arrête à cette existence. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel du postulat Dzogchen, et que donc toute notre expérience, l'entièreté de notre expérience ne peut pas être basée sur ce corps. Et comme pour reprendre la formulation de tout à l'heure, quand je dors, où est ce corps ? Il n'est pas du tout dans mon expérience onirique, parce que l'expérience onirique n'est pas une expérience corporelle, n'est pas une expérience basée sur le corps. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui peut expliquer peut-être en partie les extrêmes souffrances dans lesquelles on peut se retrouver en fin de vie, lorsqu'on a pris une habitude extrêmement forte de s'identifier complètement avec le corps, et lorsqu'on commence à sentir et se rendre compte que celui-ci ne va pas continuer, ne va pas durer, et qu'il faut le lâcher, on n'a absolument aucune connaissance d'autre chose que de corps, donc on a l'impression de absolument disparaître soi-même, mais c'est insupportable. On parle de la mort, mais ce n'est pas le sujet. Oh, ça peut être un sujet, puisque le corps est lié à cette existence, si j'ai bien compris. Oui, puis, quand on parle de destin, et voilà. C'est peut-être notre destin à tous. Exactement, et pas que les êtres humains, sans doute les animaux aussi, et peut-être les autres êtres également. Donc on agit en fait par ce support-là, donc c'est aussi notre support d'action, on pourrait dire. Grégoire, vous avez parlé d'un aspect de la parole aussi qu'on distingue. Pourquoi on le distingue ? Est-ce que ça c'est lié au corps ? Est-ce que ça peut-être perdure indépendamment du corps ? Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet aspect lié au corps, de mais c'est parole. assez distinct dans le sens où on se rend compte dans notre expérience. Là, par exemple, je peux parler en ayant le corps immobile, ou je pourrais parler en courant, et puis ça va être la même chose avec les pensées ou avec l'aspect, on va dire, ordinaire de l'esprit. C'est-à-dire, je peux penser à quelque chose là en parlant, en vous disant quelque chose, donc les deux peuvent être en partie distincts. Et enfin, c'est la même chose ensuite pour la pensée et pour le corps lui-même, quoi. Donc il y a une forme d'autonomie, on pourrait dire, de cet aspect de la parole, distinct du corps et distinct des pensées, enfin d'une certaine partie de l'esprit, quoi. Et ça amène, je dirais, c'est un monde qui n'est pas forcément connu dans les traditions, enfin dans le monde moderne, dans le sens où l'aspect de la parole, qui est l'aspect, on pourrait dire, intermédiaire, en partie d'interface peut-être, entre corps et esprit, c'est celui qui est plus subtil. Et donc c'est souvent lié à ce qu'on peut appeler le corps subtil. Et donc on a peut-être du mal à trouver des mots qui conviennent dans la langue française, mais il y a souvent cet aspect d'énergie qui peut revenir. On parle de l'aspect corps subtil, physiologie subtile ou d'énergie. Et on voit que la parole, on peut commencer à l'analyser en partie dans ces termes. C'est-à-dire qu'on est souvent habitué à penser à la parole dans le sens, ce sont des mots. Alors, il y a des mots à l'intérieur, des mots dans ma tête, des mots que je dis à l'extérieur, puis le sens. Mais peut-être qu'antérieurement à ça, il y a le son lui-même, et puis antérieurement à ça, la vibration. Et là, on commence à se diriger vers un aspect dynamique, cet aspect énergétique du corps, qui est souvent pas discuté, me semble-t-il, dans notre monde. Et là, si on commence à regarder un peu ça, c'est un monde gigantesque qui s'ouvre, et qu'on peut retrouver, par exemple, dans des médecines d'autres traditions, du monde chinois, du monde tibétain, du monde indien, avec ce qui est difficile d'amener ici dans l'espace public, qui sont la physiologie subtile avec ses canaux, des chakras et tout ceci. Peut-être que vous pouvez en dire un mot pour préciser, mais... Peut-être.
peut-être. Non, donc il y aurait un lien entre cet aspect de parole, cet aspect d'énergie. Effectivement, je pense qu'il faut absolument qu'on précise cet aspect d'énergie parce que Ouais. Déjà, l'aspect d'énergie, dans la tradition, on utilise plus, dans la tradition tibétaine du Dzogchen, on utilise plus le terme de souffle. Souffle, ouais. Et c'est généralement le souffle vital. Tout à fait. Donc le souffle vital, il a deux caractéristiques. C'est celui d'être support de vie, puisque c'est le souffle vital. Donc sans ce souffle-là, eh bien, pas de vie. Donc c'est le souffle qui permet à l'existence et à ce corps de se mouvoir. D'ailleurs, c'est très présent dans toutes les cultures. Hein. Chez nous, on dit, pour la mort, il a rendu son dernier souffle. Donc automatiquement, ce souffle-là, c'est vraiment lié à la vie. Ça, c'est son premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il est dynamique. Il est mouvement. Et étant dynamique et mouvement, il est aussi lié donc, à ce que tu décrivais comme étant énergie. Donc c'est pas une pile ou c'est pas quelque chose qui est lié à l'électricité, etc. C'est ce qui fait se mouvoir et c'est ce qui fait vivre. Mais ça provient d'un aspect vraiment beaucoup plus primordial, beaucoup plus essentiel que le simple fait de penser ou le simple fait d'expérimenter des émotions ou le simple fait de parler. Parler, effectivement, c'est son aspect grossier. Grossier, ça n'est pas péjoratif. C'est l'aspect plus matériel, en fait, du souffle. Et le fait, en fait, de pouvoir parler, eh bien, dans la tradition du Dzogchen, comme dans la tradition d'ailleurs du Vajrayana, c'est la prérogative de ce souffle de vie, qui permet le mouvement et donc automatiquement la parole, l'interaction et le fait de lier en fait les êtres entre eux ou les êtres entre les choses ou les choses entre les êtres, etc., etc. Donc le principe du souffle, c'est le principe en fait du vivant. Tout ce qui est vivant possède un souffle pour la tradition. Et ce souffle va prendre un certain temps, un support particulier, mais une fois que ce support en fait est arrivé à la fin en fait de son existence, le souffle lui continue. Il continue, c'est le souffle également. Pour faire un petit rappel de ce qui a été dit auparavant, c'est le souffle des 5 éléments de la réalité, de l'univers. Et tant que l'univers est présent, tant qu'il y a un espace qui permet en fait le mouvement, eh bien, il y a le mouvement de ces souffles. Et ces souffles-là vont prendre ponctuellement un support, tous les supports particuliers, que ce soit n'importe quel être vivant, n'importe quel être sensible, et va conditionner l'existence. C'est ça aussi la particularité ou la prérogative de ce souffle ou de ces souffles. C'est ce qui va permettre les conditions d'existence de chaque être, qui va les définir, et c'est ça que l'on appelle les tendances karmiques. Donc, à la base, en fait, de la parole, à la base de l'interaction des êtres, il y a avant toute chose les tendances, les conditions d'existence. Et à la base de ces conditions d'existence, il y a les souffles des 5 éléments. Donc, c'est comme ça que détermine la réalité le Dzogchen. Et donc, le fait de la déterminer comme ceci, ça nous permet de réaliser que la réalité est plus grande que ce que nous envisageons, ou du moins qu'elle est plus essentielle à la base. C'est-à-dire que le simple fait uniquement de se définir sur la parole, sur le sens en fait de cette parole, ne suffit pas pour le Dzogchen. Pour vraiment définir ce que l'on est réellement, profondément, et pour savoir où l'on va, pour connaître notre destin, bien c'est essentiel pour le Dzogchen de revenir à la base de tout ce fonctionnement, sous son aspect vraiment essentiel, primordial, au moins de revenir au fonctionnement des 5 éléments. Et est-ce que cette base-là, ça serait l'esprit, justement ou... La base de toute cette réalité, effectivement, est l'esprit. Alors, la difficulté, c'est que il faut également
dissocier la réalité de l'esprit que l'on envisage en Occident, puisque la réalité de l'esprit pour nous, c'est surtout la pensée. Les pensées, La pensée, les parfois images les émotions, mentales. les images mentales, effectivement. Alors que dans la tradition du Dzogchen, cette partie n'est qu'une toute petite partie de l'esprit. Et que en fait l'esprit, c'est en termes en fait de structure, en termes de sphère globale, c'est tout l'univers. C'est ce que l'on a appelé aussi auparavant le triquiliocosme. Donc c'est absolument gigantesque. Mais cet aspect de l'esprit, c'est ça sa véritable base pour le Dzogchen, c'est l'espace lui-même. Et l'espace lui-même a deux caractéristiques. Une caractéristique qui est ordinaire s'il y a un support, c'est-à-dire une caractéristique dite des tendances habituelles. Un support du corps. Un support du corps, Okay. un support d'existence. Et une absence de support d'existence qui, cette absence-là, est en fait beaucoup plus primordiale ou fondamentale, puisque basée sur les éléments qui sont à la base de tous les autres supports. Donc un aspect beaucoup plus essentiel. Et ça n'est pas fini non plus pour le Dzogchen, puisque au-delà de cet aspect essentiel, à la base même de cet aspect essentiel, se trouve le fameux œuf cosmique que maintenant nous connaissons bien, qui est donc la caractéristique primordiale de l'esprit, qui est sa nature même de vacuité, luminosité. Et vacuité, c'est quelque chose de fondamentalement primordial. Ça n'est pas, je l'avais déjà dit aussi auparavant, mais ça n'est pas quelque chose qui est lié à un état dépressif ou quoi que ce soit. C'est un état primordial. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire à la base. Et donc cet œuf en fait primordial, qui est à la base de toute notre réalité, c'est ça notre véritable nature. Et donc, le Dzogchen permet de découvrir cette véritable nature. Et pour parvenir à cette véritable nature, donc il y a tout un chemin ou un cheminement. Et comme il a été dit, me semble-t-il, également dans un des épisodes précédents, il s'agit quand même de passer par un temps de réflexion et potentiellement d'analyse des pensées, parce que les pensées elles-mêmes, en remontant, on pourrait dire, jusqu'à leur nature, ça constitue le chemin pour arriver à cette base vide et lumineuse dont il a été question. Et donc il y a un nombre infini de petits exercices qu'on peut faire également lorsqu'on commence à pratiquer le Dzogchen pour analyser en fait qu'est-ce qui se passe dans cette petite partie de l'esprit, même si elle est très restreinte, vu comme elle prend toute la place pour la plupart d'entre nous maintenant. D'ailleurs, ce sont les pensées, on s'y identifie. On commence par essayer de les reconnaître, ne pas complètement s'y identifier, mais de voir leur nature, et potentiellement de se rendre compte de l'absence de maîtrise, en fait, de l'absence de contrôle qu'on a sur celle-ci. Là, si on parle de notre destin, on observe un peu les pensées, elles peuvent aller dans tous les sens. Donc, comment on peut espérer avoir une influence ou être maître de notre destin, si en une minute, en fait, il y a tellement de pensées qu'on ne se souvient pas de ce dont on a pensé il y a une minute, et on ne parle même pas de 10 minutes ou d'une heure ou de la semaine précédente. Et comme ça va dans tous les sens, comme on n'a aucune maîtrise là-dessus, c'est pas possible de prétendre avoir une forme de liberté, comme on met souvent en avant, liberté pour déterminer précisément notre action et après le devenir de ce qu'on va être à partir de nos actions. Et donc, ce nombre de pensées conséquent, au bout d'un temps, avec la pratique, il peut commencer à diminuer. On peut se faire des petits exercices, essayer de les compter, par exemple. Mais on va se rendre compte, me semble-t-il, assez rapidement que c'est difficile de savoir même où ça commence exactement une pensée, où est-ce que ça s'arrête, puis comment elle s'enchaîne. Est-ce qu'il y a un intervalle entre les deux? Et qu'est-ce que c'est que cet intervalle? Où est-ce qu'elles demeurent? Elles proviennent d'où, en fait? Et puis elles vont... Ça fait beaucoup de questions. Mais quelques-unes, on peut en prendre une sur une semaine. Et peut-on avoir des réponses? C'est ça la question, en fait. En essayant de faire l'expérience simplement, directement, par soi-même. Il n'y a pas de réponse par les pensées elles-mêmes. C'est qu'en faisant l'expérience qu'on pourra trouver ça. Je reviens juste sur un aspect dont vous avez parlé, qui est un aspect de souffle, où vous avez lié les souffles à quelque chose qui nous guide, en fait, qui nous pousse. Ces aspects de tendance karmique. Est-ce que du coup c'est ça, cette force-là que l'on pourrait appeler le destin qui nous pousse vers on ne sait pas quoi? J'étais sûr que cette question allait arriver, je ne sais pas pourquoi. J'ai été obligé de la poser parce que je me la suis posée, donc j'en profite. Oui et non. Dans le sens où destin, si c'est une sorte de fatalité où tout est écrit, etc., non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça.
ça a à voir avec ce qui nous porte, en fait. Tendance karmique, c'est vraiment une habitude de fonctionnement, un conditionnement de fonctionnement. Ok. Mais qui ne prévoit pas un futur arrêté, parce que le Dzogchen dit que c'est absolument impossible. C'est-à-dire que dans toute la réalité, très souvent, lorsqu'on parle des 3 temps dans le Dzogchen, on dit continuellement que le passé est passé, n'existe plus, le futur n'est pas encore là, n'existe pas, et le présent, comme il est continuellement fuyant, on ne peut jamais l'arrêter, eh bien il n'est pas. Donc ça peut être déprimant au premier abord, puisqu'il n'y a pas de limite ou il n'y a pas de structure temporelle. Mais en fait, c'est ça aussi que représentent les tendances karmiques dans le Dzogchen, c'est que nous développons notre existence et nos expériences par rapport à ces habitudes et pas par rapport à un temps déterminé, pas par rapport à un temps conceptuel, mais par rapport à tout ce qui nous meut en fait de l'intérieur, que ce soit nos émotions, nos pensées, etc. Elles sont portées par un souffle, encore une fois, et ce souffle, de manière liée en fait à un espace, liée à un support, eh bien, il va nous porter par rapport à des conditions générales et par rapport à nos actions. Donc, il est impossible pour le Dzogchen de dire qu'il y a un destin prédéterminé, prédestiné, etc. On fait souvent, parce que c'est un peu exotique aussi comme pensée, Tout à fait. on fait souvent la référence ce que l'on appelle les corps d'émanation, au tulku, ça c'est vraiment très spécifique du monde tibétain, où on dit, pour vraiment faire une définition très brève, on dit que ce sont des maîtres du passé qui continuent leurs souhaits dans le présent, donc qui se manifestent suivant d'autres supports, des corps, etc. Ça peut être autre chose aussi que des êtres humains, l'apparence d'être humain en tous les cas, pour déterminer une activité. Et beaucoup d'entre nous, en Occident, disent, il est prédestiné parce que c'est un enfant spécial. Alors, prédestiné, enfant et spécial, là, tout ça, en fait, ne veut rien dire dans la même phrase. À ce qu'on vient de voir, mais c'est complètement bizarre dans le sens où les souhaits en fait des maîtres du passé et ce qu'on appelle les grands bodhisattvas dépendent toujours des conditions et ne dépendent pas du temps. Et donc, il faut vraiment comprendre que ces conditions-là vont évoluer continuellement. Donc, par exemple, si il y a effectivement un souhait qui a été fait par rapport à une période donnée ou par rapport à une activité donnée, ça peut être de fortes chances aussi de ne pas voir le jour, c'est-à-dire une activité de transmission, une activité d'enseignement, par exemple, va dépendre des conditions dans lesquelles cet enseignement peut être donné, et pas d'une ligne toute droite, bien déterminée, bien définie. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Et dans l'histoire tibétaine, il y a un très grand nombre d'exemples comme ça, où beaucoup de tulku, donc de corps d'émanation, n'ont pas pu développer leur activité parce que les conditions ne le permettaient pas. Donc ce qui veut dire que absolument rien n'est écrit dans le Dzogchen, ça n'est pas possible. Et habituellement, c'est la notion de liberté qu'on met en avant. Ici, peut-être que ce serait ça qui... Et dans le Dzogchen, on parle peut-être plus de spontanéité, mais c'est pas non plus la spontanéité comme on l'entend au sens de faire ce que l'on veut, parce que comme on a vu précédemment, il y a un certain nombre de conditionnements karmiques, entre guillemets, qui font en sorte que on agit de telle manière plutôt que de telle autre. Et donc la liberté, comme on l'entend couramment, est difficile de la faire rentrer dans le cadre Dzogchen. Après, c'est le paradoxe de l'Occident. D'un côté, il y a le destin, où tout est écrit, et de l'autre côté, il y a la liberté, où rien... on ne sait même pas ce que veut dire, notamment liberté. Tout est possible, et de l'autre côté, rien n'est possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le Dzogchen met de suite le doigt sur deux extrêmes de pensée qui généralement ne se rejoignent jamais, et d'où la difficulté en termes de souffrance mentale d'arriver à faire se rejoindre les deux alors que c'est absolument impossible.
Il y a eu de nombreux débats théologiques dans Tout le à passé fait. sur ces Et questions. peut-être que le débat Et théologique philosophique. n'est pas, clos. celui de... Alors, il n'est pas clos du tout, mais peut-être qu'on n'a peut-être plus le temps de débattre. Sinon, on y va. Hein. Donc, pour résumer, il n'y a ni destin, ni choix, ni liberté. C'est affreux. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en fait, tout ça veut rien dire en soi, en fait, d'un Ça ne- point de vue de l'expérience. Ça ne veut rien dire en soi du point de vue de l'expérience parce que l'expérience est totalement unique en étant directe. Et le fait de penser au destin, le fait de penser à la liberté, etc., nous isole, nous fait justement être très très loin de cette expérience directe qui pourtant est extraordinaire. Le simple fait d'être totalement présent lorsque je mets mes mains sur la table, c'est génial. Mais si je pense à Voilà. autre chose en même temps et me dire oh l'expérience, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, est-ce que je suis prédestiné à là, ben en fait je ne bénéficie absolument pas du tout de mon expérience directe. Donc on dit toujours dans le Dzogchen, si on est trop compliqué, on n'est jamais présent. C'est un point essentiel. Et pour le passé comme pour le futur, enfin, c'est-à-dire que si on a eu l'impression de faire quelque chose d'erroné, de pas complètement juste, alors par le passé, on aura tendance à revenir dessus, donc à rajouter des questions, à rajouter des conditionnements pour la suite, et de même pour le futur, c'est-à-dire si ça nous arrivait au passé, on va avoir tendance à prévoir, à beaucoup douter, essayer de faire des plans à l'avance, ça rend encore plus compliqué le fait d'être présent. En fait. Tout à fait. Ça sent l'expérience directe. Exactement. Merci pour ce partage, à tous les deux d'ailleurs. Merci beaucoup. Et merci Merci pour beaucoup. essayer d'avoir répondu à cette question qui n'a pas de réponse. Donc je vous remercie encore et on clôture cette mini-série sur c'est ces déjà mots. fini. Et oui, Oh, bah, dis. mais tout à fait. Mais il pleut. Ah bah, ça veut dire qu'on est toujours à la sauveté alors. Oui, nous sommes toujours à la sauveté et merci encore d'avoir été avec nous Merci beaucoup. Merci beaucoup. et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.